Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver en ligne pour continuer notre exploration de l'univers des communs. Avec les premières vidéos, nous avons pu constater la polysémie de la notion et comprendre que sa mobilisation dans une perspective urbanistique requerrait une approche spécifique. Une approche qui permet d'interroger les communs non seulement en tant que sujet collectif et système d'action, mais aussi en tant que lieu et forme spatiale et paysagère. Dans les deux vidéos qui viennent, nous découvrirons deux concepts théoriques, la communalité et le principe d'association. Ces concepts nous aideront à réaliser cette mise en perspective urbanistique. Communalité est un néologisme. Nous le mobilisons ici pour désigner une spatialité singulière, une manière de structurer l'espace propre au commun. Cette spatialité génère du processus, ce que nous appellerons plus tard une filière de production. Elle occupe aussi un tiers secteur de l'économie spatiale entre l'économie de la propriété privée et celle des biens publics. Et enfin, elle génère ce que les mathématiciens appellent un ensemble topologique, en l'occurrence un corpus de formes et d'agencements spatiaux, territoriaux et paysagers qui sont eux aussi de troisième type parce qu'ils s'insèrent entre territoire privé et territoire public. La communalité contient donc tout ce qui fabrique la dimension spatiale et matérielle des communs. Quant au principe d'association, il renvoie également à une économie du partage et de la coopération. Mais nous le mobiliserons ici dans une perspective urbanistique, comme une manière de penser et de composer l'espace. Le principe d'association préside à la conception d'un espace structuré par l'espace public, et où l'ensemble topologique évoqué plus haut assume spatialement une double nécessité qui est une constante paradoxale de l'habité. D'une part, nous devons marquer notre territoire, nous préserver de l'intrusion au moyen d'artefacts physiques, et d'autre part, nous cherchons à nous ouvrir à l'autre et à développer des relations. Alors ces deux concepts devraient nous aider à forger quelques arguments pour répondre à la question de savoir si l'approche par les communs permet de mettre en perspective une autre manière de décrire, de penser et de fabriquer la ville. Je vous propose de mettre ces concepts à l'épreuve de quelques figures urbanistiques qui constituent des références dans le débat sur l'évolution des pratiques et théories d'urbanisme. Dans cette première vidéo, je vous entraînerai au XVIIIe siècle. Nous irons successivement à Rome, à Savannah, en Géorgie, et à Venise. Une deuxième vidéo nous ramènera à travers le XXe siècle vers les enjeux contemporains de l'urbanisme des communs. Nous voici donc à Rome. Je vous propose de rechercher le principe d'association et la communalité dans le plan de ville dessiné en 1748 à l'échelle métrique d'environ 1/2900e par l'architecte et sculpteur Giovanni Battista Nolli. Ce plan est connu sous le nom de plan Nolli et il reste la description la plus précise de Rome jusqu'à l'époque moderne. L'image que vous voyez en montre une version petit format qu'il a réalisée en collaboration avec Piranèse. C'est un récit, dessiné, fin, complexe. Il décrit l'association de l'espace public continu des rues et des places au réseau formé par les grands volumes des églises, par les jardins et les cours intérieures des palais, par les porches ouvrant sur les espaces bâtis, accessibles visuellement ou fonctionnellement depuis la rue. Le plan met cet espace ouvert en tension avec la masse compacte du bâti abritant les intimités privées. Le résultat de cette association est un tissu complexe qui joue avec bonheur de la continuité et de la différence des fonctions et des formes. Cet espace décrit par Nolli n'a jamais été conçu comme il est dessiné sur le plan. Il est le fruit d'une histoire, l'histoire de la relation entre une matérialité physique, la ville, et un système de production animé par des dynamiques et des puissances organisatrices qui sont multiples. L'Église, l'aristocratie, les marchands, les métiers, les armées. Chacune produit des formes autonomes et a priori indépendantes les unes des autres.
l'association des parties est le fruit de ce que nous appelons la communalité. On lit dans la topologie une forme d'urbanité, une manière de partager l'espace, une manière de mettre en valeur la ressource commune que constitue la ville, son site, ses réseaux, ses divisions, ses espaces, ses édifices. La communalité repose sur des associations, sur des agencements qui sont souvent de l'ordre de l'hybridation et qui transcendent en tout cas les dissociations fonctionnelles telles que espace public versus espace privé, espace bâti versus espace non bâti, urbanisme versus architecture. Le plan Nolly, c'est surtout un récit de l'espace public. L'espace public est le matériau qui réalise et qui sert de support d'expression à la communalité et au principe d'association. Vous pouvez vous promener dans le plan comme vous vous promenez dans la ville et vous entraîner à relever visuellement, c'est-à-dire dessiner plus nommer, la diversité presque infinie des possibilités d'agencement de l'espace public, une fois que son dessin intègre la communalité et le principe d'association. Notre deuxième cas de figure nous entraîne à Savannah, en Géorgie, en Amérique du Nord. Nous sommes dans la première moitié du XVIIIe siècle, donc quelques années avant que Nolly, à Rome, dessine son plan. Ici, le récit urbanistique est celui de la construction d'une ville nouvelle sur la rivière Savannah par le général James Oglethorpe qui a mené la colonisation de la Géorgie. Sous sa conduite, les militaires remontent la rivière, choisissent un site, défrichent la forêt, construisent une enceinte et préparent l'installation de communautés d'émigrants ayant abandonné l'Europe pour le Nouveau Monde sur des bateaux qui à l'époque contenaient en moyenne une centaine de personnes. James Oglethorpe invente un agencement territorial où la communalité apparaît comme principe générateur non seulement du premier établissement, mais aussi de son extension dans l'espace et dans le temps. La figure spatiale de base du plan est le ward, qui comprend une place publique bordée de 4 lots à vocation communautaire et 4 unités de voisinage domestique de 10 parcelles. Comme vous voyez sur l'image, chaque unité de voisinage est composée de 2 rangées de 5 parcelles mises dos à dos. Comme dans la figure de la cité grecque que nous avons vue, le plan reflète une organisation politique et une communalité qui opère à toutes les échelles du territoire. À l'échelle du voisinage, chaque groupe de 10 familles partage un tronçon commun d'avenue et une allée intérieure. À l'échelle de chaque ward, 40 familles sont représentées par un constable et partagent une place, les 4 terrains communautaires et 2 sections d'avenues traversantes. À l'échelle de la ville, les communautés de quartier se mêlent et s'hybrident en un réseau viaire très hiérarchisé, fait d'avenues arborées et ponctué de nombreuses places. Chaque ward continue d'y former des unités visibles dans l'espace, tout en devenant socialement interdépendants dans l'usage partagé des bâtiments collectifs qui les bordent et de certains équipements plus importants, comme le port ou comme le cimetière. Très tôt, les squares et les avenues ont été plantés. Donc, comme dans le plan Nolly, quoique par un mode de production et dans un paysage très différent, la communalité joue comme principe générateur d'une association des échelles et des parties. Et cette association se joue à la fois dans l'espace public, dans le paysage et dans l'architecture des bâtiments. Le principe d'association est également opérant à l'échelle du territoire. Chaque famille dispose en effet d'un lopin de terre agricole en dehors de la ville. Et sa distribution spatiale est encore un produit de la communalité. C'est également à cette échelle que se jouent les connexions entre les réseaux intra- et extramuros. Mais c'est là cependant que la figure de la grille communale, qui est théoriquement extensible à l'infini, rencontre pratiquement ses limites. Avec le temps, en effet, les structures foncières agricoles qu'on devine en bordure du plan se consolident. Elles acquièrent une valeur économique qui favorise l'émergence de mécanismes de marché. Et donc d'autres pouvoirs aménageurs, politiques, spéculatifs, marchands s'imposent progressivement à l'ordre communal. Dans ce nouveau régime, la communalité se transforme, elle devient tiers-espace. Savannah a conservé ce pattern d'évolution jusqu'au XIXe siècle.
Et comme on voit sur cette dernière image, le tracé initial reste clairement visible dans la ville d'aujourd'hui, ce qui témoigne de la résilience du principe. Maintenant, je voudrais vous emmener à Venise et vous parler des gondoles. Pour vous montrer que le principe d'association ne se retrouve pas seulement dans les grands thèmes urbains tels que l'agencement des rues et des places, mais aussi parfois dans de beaucoup plus petits objets qui sont en quelque sorte des produits des structures de la ville. Dans un très beau livre, Venise, naissance d'une ville, l'historien de l'art Sergio Bettini analyse un des objets les plus typiques de Venise, la gondole. Vous trouverez l'extrait contenant cette analyse dans la bibliographie associée au cours. Il y décrit le jeu d'équilibre qu'est la navigation en gondole, où tout participe d'un système. Le corps du navigateur, le bois et la palme de la rame, la courbure du bateau, l'accessoire de navigation et la résistance de l'eau. L'équilibre est si exact qu'il suffit qu'un des éléments fasse défaut pour que tout s'écroule. Et Bettini explique comment les conditions naturelles de la lagune, autant que les nécessités de la navigation, ont probablement dicté le choix d'une position debout et frontale. Il explique comment, avec l'urbanisation progressive de la ville, la barque est devenue gondole, et comment, pour des raisons économiques, elle n'est conduite que par une seule personne. Et il s'intéresse plus précisément à la forcola de poupe, un objet magnifique dont le gondolier use pour diriger le bateau. Il explique l'évolution de la forme de cet objet et suit pas à pas l'évolution de la ville, montrant que l'objet devient progressivement une espèce de symbole de la ville, mais aussi un objet totalement fonctionnel qui permet au gondolier de se glisser avec élégance au millimètre près dans les autres embarcations. Il montre par là la communalité qui est un système d'association entre la lagune, la cité, une technologie et un groupe social, ici les gondoliers. Ce système inclut également les artefacts et la forcola de la gondole en est une expression parfaite. Les trois références présentées vous ont montré quelques principes de la communalité et de l'association comme valeur urbanistique. Dans les trois cas, ils jouent leur rôle dans des registres très différents. Le plan de Lie raconte comment la communalisation de l'espace public a permis, avec le temps, d'associer en un ensemble organique traversé d'énergies très diverses des parties qui étaient a priori autonomes. Le plan de Savannah mobilise la communalité et l'association des parties en tant que principe générateur d'une figure spatialisée à venir, et aussi de son extension à différentes échelles spatiales et temporelles. L'exemple de la forcola vénitienne montre comment une technologie de service urbain, en l'occurrence le déplacement en gondole, est liée indissociablement aux structures de la ville par un sens du commun porté par une corporation, les gondoliers, et par la chaîne économique de construction locale des bateaux qui y est associée. L'exposé voulait aussi vous introduire à une méthode, la morphologie spatiale, dont je vous suggère de faire une base méthodologique pour la suite de vos travaux sur l'urbanisme des communs. Cette méthode permet de décrire les formes spatiales et les agencements territoriaux singuliers que la communalité régénère. Elle permet d'en retracer l'évolution dans le temps. Et enfin, elle permet de mettre en place la dialectique des rapports de cohabitation entre les espaces produits par la communalité et les autres filières de production du territoire. Merci de votre attention. Je me réjouis de vous retrouver bientôt pour la prochaine étape du cours.